À la une de l'actualité ce soir, les organisations de la société civile au Burkina Faso soutiennent la mise en œuvre du PNDS. Réunies à Ouagadougou pour leurs deuxièmes assises, elles s'engagent à la cohésion sociale et à la promotion du civisme. On le verra dans ce journal. Et puis à Manga, la coordination des femmes de Manga demande pardon au procureur de la ville. Pardon pour ce qui est arrivé, mais aussi pardon pour les dommages causés par leurs frères et leurs fils en colère le 7 juin dernier. On les entendra dans cette édition. À Samba, le bradage des terres fait des gorges chaudes dans la commune. En cause, les promoteurs immobiliers indélicats qui détiendraient au mépris des textes des centaines d'hectares. La mairie décide de la suspension de leurs activités pour voir clair, à suivre dans ce journal. Et puis, notre invité est vainqueur de la CAN 92 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Abdoulaye Traoré d'Ibn Badi est à Ouagadougou. Que devient-il? Il viendra nous répondre dans quelques instants. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Les organisations de la société civile au Burkina Faso prêtent à travailler pour la cohésion sociale dans le pays et veiller à la promotion du civisme. Elles le réaffirment au cours de leurs deuxièmes assises qui se tiennent en ce moment à Ouagadougou. C'est un cadre de dialogue et de concertation avec l'exécutif qui doit déterminer la contribution de la société civile à la réussite du PNDS. De quoi rendre le Premier ministre Paul Kabatiba fier. Bouma Ernest Nébié. Gouvernement et organisations de la société civile OSC du Burkina sont en concertation. Au cœur de réflexion, la contribution des OSC à la mise en œuvre réussie du plan national du développement économique et social. La société civile a comme mission principale de suivre la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Ce suivi consiste à être là pendant la phase d'élaboration, à apporter sa contribution, à contribuer à sa mise en œuvre, à suivre sa mise en œuvre, à évaluer et à faire des propositions d'amélioration des actions futures. Outre ce thème central, les participants vont se pencher sur la question de la gouvernance économique et le renforcement de la cohésion sociale. Une cohésion sociale sans laquelle aucun développement n'est possible, a dit le Premier ministre Paul Kabatiba. Chers participants, l'histoire des peuples nous apprend que personne n'a jamais développé un pays à la place de ses propres fils. Le développement de Burkina Faso, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité patriotique. Ce dessein doit rassembler tous les enfants du pays, au-delà de toute divergence, de toute considération. La rencontre se terminera par un dialogue direct entre le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et les OSC. Une occasion pour ces dernières de lui soumettre toutes leurs préoccupations. Le cadre de concertation et de dialogue État-OSC a été institué en 2014. Il permet à ces deux parties d'échanger et de faire des propositions utiles sur les préoccupations importantes de la vie de la nation. Et puis la deuxième session du cadre de concertation et de dialogue ce vendredi avec les OSC vient de s'achever avec le dialogue direct président du Faso et les participants. Une rencontre qui a permis aux deux parties de revisiter les préoccupations du moment. Une occasion pour le chef de l'État de rappeler le rôle ô combien important des organisations de la société civile pour le développement du Burkina. Roch Marc Christian Kaboré sur des propos recueillis par Nyarkiteda. Vous avez joué un rôle important. Vous avez participé à tous les combats pour la démocratie dans ce pays. Et il est tout à fait normal que également nous soyons reconnaissants pour tout ce travail que vous avez fait. Je voudrais également saluer le PNUD pour l'ensemble du soutien qu'ils apportent à cette concertation régulière entre l'État et les organisations de la société civile. C'est un progrès sur le plan démocratique, c'est un dialogue qui est nécessaire parce que, comme vous l'avez souligné, les OSC, c'est des vigiles de la démocratie.
Ils doivent être en permanence pour interpeller le gouvernement sur ce qui ne va pas, pour être des forces de proposition pour que le pays puisse se construire dans l'entente et dans la cohésion sociale. Cela étant dit, nous disons aussi que chacun a ses limites dans ses actions. On vient de le souligner tantôt, le rôle des OSC, ce n'est pas la prise du pouvoir d'État. Voilà, l'intégralité de ce discours vous sera proposée juste après ce journal. Les échanges ont duré environ 2 heures et ont permis aux OSC de discuter avec le président du FASO sur la vie de la nation dans divers domaines. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au Premier ministère, Paul Kaba Thieba échange avec la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale pour l'éducation. Les discussions ont porté sur la contribution de la Banque dans son volet éducation à la réussite du PNDS. Une participation qui vise l'accroissement de l'offre éducative. Jean Zongo, Zoubaviel David Abiré. La directrice région Afrique de l'Ouest et du Centre en charge de l'éducation pour la Banque mondiale, reçue ici en audience par le Premier ministre. Meskire Moulatou, accompagné d'une délégation, est venu rassurer Paul Kaba Thieba du soutien de l'institution financière mondiale dans la mise en œuvre des politiques éducatives au Burkina Faso. L'engagement, c'est pour continuer à appuyer le secteur de l'enseignement primaire, mais aussi d'accroître un peu les efforts que nous faisons ensemble pour le secteur de l'enseignement secondaire et même supérieur. Nous comptons travailler sur les questions d'accès, bien sûr, mais aussi les questions de qualité de l'éducation qui devient un défi majeur pour la région Afrique. Et le pari d'une éducation de qualité pour tous, la Banque mondiale veut le gagner au Burkina Faso à travers une participation plus accrue dans la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Un accent particulier sera alors mis sur l'éducation des filles. L'accès aux filles, moi je tiens beaucoup, comme vous pouvez imaginer, en tant que mère, mais aussi en tant que professionnelle, qui voit que la moitié de force d'un pays reste toujours pas trop utilisée et exploitée. Donc j'espère qu'on va voir non seulement une amélioration pour tous les citoyens, mais aussi pour les citoyennes burkinabés. L'objectif de cette nouvelle vision de l'éducation au Burkina Faso est, selon Meskire Moulatou, de doter les femmes et les jeunes de connaissances nécessaires en vue de leur autonomisation et partant d'améliorer leur qualité de vie. Les dirigeants de la société Web Fontaine chez le Premier ministre Paul Kaba Thieba, ils sont venus discuter de l'extension de leurs activités au Burkina Faso. Web Fontaine est une société basée à Dubaï et en Suisse et spécialisée dans le commerce international et les technologies de l'information de pointe. Oumar Zambré. La société Web Fontaine, reçue en audience par le Premier ministre, spécialisée dans l'amélioration des services gouvernementaux à travers la redynamisation des procédures commerciales et dans la technologie de l'information de pointe, la société expose sa vision du Burkina futur à Paul Kaba Thieba. Nous avons souhaité rencontrer M. le Premier ministre pour lui exposer notre vision, pour voir comment on pourrait aider le pays à se moderniser, à accélérer cette modernisation. Comme j'ai dit, c'est notre force. On sera accélérer la modernisation de la douane, accélérer aussi la modernisation des acteurs du commerce international, parce que la douane est au milieu, mais vous avez les déclarants, vous avez les banques, enfin tous ces éléments-là. Et le principe d'un guichet unique totalement intégré, c'est justement que tous ces acteurs sont capables de partager l'information en temps réel et en final on arrive à dématérialiser, c'est-à-dire que le système idéal, ce serait il n'y a plus de papier. Donc qui dit plus de papier, dit facilitation, dit accélération et dit en fait gain, je dirais aussi bien pour l'importateur que pour le gouvernement. En attendant de participer à des appels d'offres, l'homme d'affaires suisse se réjouit des discussions menées avec le Premier ministre burkinabé. La société Web Fontaine mène déjà ses activités dans plusieurs pays de la sous-région. Elle entend donc entamer dans un court délai ses activités au pays des hommes intègres.
En justice, la Haute Cour de justice suspend le jugement des ex-membres du gouvernement Tiao jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le procureur général près la Haute Cour de justice invoque la décision du Conseil constitutionnel sur le principe du double degré de juridiction pour amener le procès à une date ultérieure. Le procureur général annonce que la reprise du procès ne se fera qu'après la correction des textes incriminés par la décision des sages. Je le disais en titre, les acteurs du monde judiciaire sont par contre en arrêt de travail depuis le 12 juin. Ils dénoncent la séquestration du personnel du palais de justice de Manga dans le centre-sud par une foule en colère. Les incidents se sont déroulés le 7 juin dernier. Eh bien, pour désamorcer la crise, la coordination des femmes de Manga est allée demander pardon au procureur de la ville. Pardon pour ce qui est arrivé, mais aussi pardon pour les dommages causés par leurs frères et leurs fils. Tanga Robert Kafando. Au procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Manga, la coordination des femmes de Manga demande pardon. Pardon pour ce qui est arrivé, pardon pour les dommages causés par leurs frères et leurs fils. Toutes les femmes ici présentes, nous sommes là encore pour vous demander pardon. Et un proverbe m'a dit que voilà, donc nous demandons encore pardon à cause de nos enfants. Avant de se rendre au domicile du procureur, c'est dans les locaux du TGI que les femmes sont allées nettoyer en signe de regret. Nous regrettons l'acte que nos frères, nos enfants ont fait. Notre souhait est qu'ils puissent en tout cas accepter notre pardon et puis reprendre le service. Vous savez même que les concours ont lancé. Nos enfants, nos frères veulent des papiers pour pouvoir déposer leurs dossiers. Mais s'il n'y a pas la justice, ils vont faire comment? Nous sommes tous humains. Voilà. On ne peut pas refuser le pardon, ce n'est pas possible. On ne peut pas refuser le pardon. Voilà. Donc, depuis hier d'ailleurs, il y a une rencontre qui a été tenue où des gens également ont demandé pardon. Et j'ai transmis d'ailleurs cela donc aux différents syndicats de la magistrature. Voilà. Je pense que ça pourra être pris en compte en tout cas pour la suite. La voix des femmes s'ajoute à celle des personnes ressources qui négocient pour le retour à la sérénité et à une collaboration parfaite. En rappel, les travailleurs de la justice observent une grève illimitée en réponse à des actes de vandalisme commis par une foule la semaine dernière dans les locaux du TGI, une crise qui prend une tournure nationale. Et puis, l'affaire est virale depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Un fraudeur non content d'assister à la saisie de son camion, un camion non en règle selon la douane, a voulu noyer l'agent de douane qui était en sa compagnie. L'agent a eu la vie sauve grâce à l'intervention des riverains. Mathias Kadiogo est chef de brigade mobile de la douane de la ville de Ouagadougou. Il revient ici sur l'incident. Il est interrogé par Nongba Kouda et Aruna Mare. Augustin Haro, c'est lui, le douanier qui a échappé miraculeusement à la noyade alors qu'il se trouvait à bord du véhicule d'un fraudeur. Les faits se sont produits entre 3h et 4h du matin dans la nuit du 6 au 7 juin. Nous avons été avisés qu'un véhicule est normalement en transit du bureau de Bitou sur le bureau de Ouagaroute et qui arrivait à l'entrée de Ouagadougou a bifurqué, a laissé l'itinéraire qui lui est indiqué. Il s'est retrouvé dans la zone de Kosodo. Comme ça que les agents l'ont rattrapé au grand carrefour de Kosodo. Et après contrôle, il s'est avéré qu'il n'avait pas de documents. Toujours sous le choc, Augustin Haro était loin de s'imaginer un tel degré d'incivisme de la part d'un commerçant connu des services des douanes. Le commerçant en question a même fait l'objet de pénalités à maintes reprises. Un de ses véhicules avait été immobilisé par la douane avant cet incident. Contacté par les agents, Mathias Kadiogo dit s'être rendu sur les lieux le jour de l'incident et avoir instruit les agents de conduire le véhicule et le fraudeur à la brigade. Derrière l'hôpital, et il a accéléré avec une vitesse inouïe, il a sauté dans l'eau. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans l'eau. Mais le monsieur, il avait eu le temps, il avait pris les soins de baisser sa vitre, mais de bloquer la portière de l'agent.
Et lorsque le véhicule a commencé à couler, il est sorti et l'agent était à l'intérieur. Heureusement pour l'agent que les pare-brises a décroché au moment de la chute, au moment de l'impact des véhicules avec l'eau. Et c'est par là-bas, à travers ce passage-là, que l'agent a pu rejoindre le bord du barrage avec sa connaissance en natation. Ce cas d'incident vient encore allonger la liste des cas d'incivisme perpétrés récemment à l'encontre des douaniers, selon Mathias Kadiogo. Pour lui, il est donc temps que cessent ces actes. Demander à ces populations qui ne comprennent pas l'action du service des douanes d'accompagner les agents de douane, parce que ce sont ceux-là qui luttent avec les agents des impôts et les agents du trésor pour mobiliser des ressources pour l'État burkinabé. Le camion en question transportait des produits de fer d'un poids estimé à 110 tonnes, d'une valeur de 20 à 30 millions de francs CFA. Le forfait commis par le fraudeur, toujours en fuite, est un délit de contrebande de 3e classe selon Mathias Kadiogo. L'affaire est déjà en justice. Dans l'actualité ce soir, la ruée des promoteurs immobiliers sur la commune de Samba. Ils ont pratiquement fait main basse sur les terres de la commune, qui pour des lotissements, qui pour la construction de logements sociaux. Mais une ruée qui commence à faire du bruit. La mairie éprouve des difficultés à gérer donc cet héritage des conseils municipaux qui se sont succédés. Que reproche-t-on à ces promoteurs immobiliers? Explication avec Zalissa Sanfo et Moussa Ouedrago. C'est la conquête de la commune rurale de Samba pour les promoteurs immobiliers. 265 hectares pour Dakouré SARL. 2 sites d'un total de 158 hectares pour Abdoul Service. Pour Satmo, ce sera 300 hectares. Gelpaz lui parle de 85 hectares. Et Wen Panga Sentir avec 600 hectares. Cette ruée vers Samba commence à faire des gorges chaudes. Et c'est pour cette raison que le maire est aujourd'hui sur le terrain pour apporter des précisions. La société Dakouré Charles. Et cette société est venue, si vous regardez les maisons, les quartiers, cette société est venue s'entendre avec les propriétaires terriens dans le cadre de faire un lotissement. C'est des logements sociaux que les promotions immobilières ont droit de réaliser. Bon, mais des lotissements, ça nous a paru bizarre. C'est pourquoi nous avons pris un arrêté, nous avons suspendu toutes les actions immobilières. À chaque cas correspond bien un problème particulier. Quand nous sommes arrivés à la tête de la mairie, nous avons constaté que Gelpaz n'avait pas de dossier au niveau des locaux de la mairie. Alors que Gelpaz avait déjà commencé à mettre des bornes, à faire des aménagements au niveau d'un site quelconque. C'est un dossier aussi qui a été mis en stand-by. Mais je précise, c'est par rapport au nouveau dossier de 200 hectares dont Panga dit qu'il a acquis avec les propriétaires terriens et qu'il demande à faire un aménagement. Par rapport à son dossier de 400 hectares, acquis sous la délégation spéciale, nous sommes en train de voir et nous allons revoir ça en session au conseil municipal. Si vraiment c'est une acquisition qui répond aux normes. Pour ce site d'Abdoul Service, selon le maire, tout a été fait dans les règles de l'art. Manque de documents, documents incomplets, arrivée tard ou mal formulés. La mairie de Samba a encore fort à faire avec ses promoteurs immobiliers. C'est pour cette raison que toutes leurs activités ont été suspendues pour le moment. À Bobo-Dioulasso, les travaux de bitumage des avenues Daniel Ouezin Koulibaly et Nelson Mandela sont mal exécutés. Et ce sont les populations qui dénoncent cette situation. Les populations de la ville qui se disent déçues de la qualité de ces ouvrages. Le ministre des Infrastructures, qui est allé les rencontrer ce 13 juin, Éric Bougouma, a eu le même sentiment de déception. Sur place à Bobo, les explications de Hassan Gourabou et de Moussa Sanou. Le projet d'aménagement et de bitumage des avenues Daniel Ouezin Koulibaly et Nelson Mandela à Bobo-Dioulasso arrive à terme. Le taux de réalisation physique globale des travaux est estimé aujourd'hui à 95%. Si pour l'avenue Daniel Ouezin Koulibaly, les populations apprécient la qualité des travaux, ce n'est pas du tout le cas pour le Nelson Mandela. L'état de la route là même, c'est pas tout à fait ça. Là, c'est pas ça. On dirait que c'est la première couche qu'on a mis. Deuxième couche là, si on pouvait faire ça avec les caniveaux là.
Les caniveaux sont tellement courts. Des fois, l'eau déborde, ça monte sur les guidrons. Si vous pouvez essayer de monter ça un peu, ça nous fera plaisir. En visite sur cette avenue Nelson Mandela, mais aussi sur l'autre avenue, l'avenue Daniel Wisen Coulibaly, le ministre des Infrastructures s'est dit dans l'ensemble dessus de la qualité des travaux. Il reste, c'est vrai, les marquages au sol. J'ai demandé aussi qu'on bouche un peu les nids de poules qui sont tout près de cette avenue Wisen Coulibaly. Donc, je pense qu'il y a un effort qui a permis d'achever les travaux. Même si, je le dis encore une fois, je ne suis pas entièrement satisfait de ce que j'ai visité ce matin. Beaucoup de difficultés ont émaillé le bâtiment des avenues Nelson Mandela et Daniel Wisen Coulibaly. Et pour l'entreprise en charge des travaux, l'essentiel aujourd'hui est également d'avoir réussi finalement à bitumer ces deux voies. Je dois vous dire aussi que ce n'est pas le même type de revêtement. À Wisen Coulibaly, c'est du bébé. Quand on dit bébé, c'est le goudron normal. Et à Nelson Mandela, c'est du bicouche. Les travaux de Nelson Mandela se sont exécutés en cours de saison pluvieuse. Donc la mise en œuvre n'a pas été totalement facile comparativement au bébé qui a été fait au niveau de Wisen Coulibaly. Retenons tout simplement que c'est des projets qui sont maintenant quasiment terminés. Ça a mis beaucoup de temps. Depuis 2015, on a connu beaucoup de péripéties. On a entendu tout ce qu'on a entendu. Je préfère me concentrer sur les projets futurs. Et comme futur projet, le ministre des Infrastructures annonce le lancement très bientôt des travaux de bitument d'autres voies à Bobo-Dioulasso, notamment celle de l'INSA. Il annonce aussi que tout sera mis en œuvre pour que ces prochains projets puissent être exécutés convenablement. Et puis avant de poursuivre, à l'occasion de la cérémonie officielle de signature de convention de cofinancement 2017 du PNGT 2E3, des intrants et équipements agricoles au titre de la campagne agricole 2017-2018. Et le directeur général du protocole d'État convie les personnalités invitées à Manga ce 17 juin. À partir de 7 h, l'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30 selon le directeur général Raymond Balima. L'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest tient sa 41e Assemblée générale à Ouagadougou. Le colonel David Cabré et ses hommes se sont retrouvés pour renouveler les mandats de certains membres et prendre des décisions importantes pour la vie de l'organe. Mamadou Oueda. Le colonel David Cabré, président de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest OLAO, peut désormais voir l'avenir de la structure qu'il dirige avec plus de certitude. Les 41e assises qui se sont tenues du 12 au 16 juin à Ouagadougou ont permis de prendre des décisions pour une relance des activités de l'organisme en charge du sport militaire dans la zone CEDEAO. Les échanges ont été d'une grande richesse et les suggestions formulées par les différentes parties prenantes à ce forum international ont été très pertinentes. Nul doute qu'elles permettront à notre organisation de renforcer sa crédibilité, d'accroître sa visibilité et la portée de ses actions. L'Assemblée générale de Ouagadougou a procédé au renouvellement de l'organe dirigeant de la structure. Le lieutenant-colonel Souleymane Dosso de la Côte d'Ivoire au poste de secrétaire général pour un mandat de 4 ans. La prolongation du mandat du général de brigade Olatoye du Nigeria au poste de vice-président jusqu'à la 42e Assemblée générale. La prolongation du mandat du colonel Isaac Adelakoun du Nigeria au poste d'officier chargé de la technique sportive. Cette 41e Assemblée générale de l'OLAO a refermé ses portes sous la présidence de Justin Sanoubomé Somé, secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. En attendant la 42e Assemblée générale en Gambie l'année prochaine, des personnalités civiles et militaires ont reçu des distinctions pour leur contribution à l'amitié par le sport. Et sans transition, l'invité de ce journal, je le disais en titre, il est vainqueur de la CAN 92 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, attaquant talentueux, il a marqué sa génération, c'est d'ailleurs mon idole. Ben Badi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de venir répondre à nos questions. Demain, vous allez rehausser les crampons au cours d'un match de gala. Est-ce que
Ben Badi à de Bourès. Bon, d'abord, permettez-moi de remercier le peuple burkinabé avec sa légendaire hospitalité. Franchement, à chaque passage ici, je sens la chaleur. Et au passage aussi remercier le jeune Yves Savadogo qui a permis au Gotha du football africain, pour ne pas dire mondial, d'être présent à Ouaga ce week-end, ne serait-ce que pour une manifestation. Et on va se retrouver tous là avec les anciens. On va encore se remémorer de nos anciens matchs, anciens adversaires surtout, et dire que vraiment nous sommes heureux d'être là et que c'est un événement pour rappeler que le football a eu des anciens valeureux footballeurs, parce que vous savez, dans toute action, c'est bien d'avoir des repères. Donc je crois que nous les anciens, nous allons... comme je peux m'exprimer ainsi, passer, comme si c'est une passation de flambeau à la nouvelle génération, parce qu'elle a besoin de repères. Et je crois que nous sommes fiers d'être là et partager un bon moment avec le peuple burkinabé. Tout le monde sera là, tout le monde est là déjà. La plupart des grands noms sont là. Et je crois que je suis fier d'être là à Ouaga pour ce week-end. Oui, et la Côte d'Ivoire vient de connaître la disparition en Chine de l'un de ses fils qui a tout donné au football, Cheikh Tiodé. L'émotion est grande et c'est en plein entraînement qu'il est décédé. Vous savez que c'est malheureux ce qui est arrivé à paix à son âme, Cheikh Tiodé. Je crois que vous savez, comme on a coutume de dire, tout ce que Dieu fait est bon. Je crois que son âme repose en paix. Pour moi, ça a été un joueur exemplaire. Un pieux musulman, vraiment qui faisait toutes ses prières. Et là, il est tombé au champ de guerre. Pour moi, c'est un choc pour le football ivoirien, certes, mais pour le football africain surtout. Parce que c'est un joueur qui ne sait pas tricher sur un terrain. Oui. Paix à son âme et que la tête lui soit légère. Et comment se porte le football ivoirien aujourd'hui avec ce qu'on peut avoir, cette qualification ratée à la CAN? D'abord, contre la Guinée, on a vu que la transition n'a pas encore été celle qu'on souhaitait. Parce qu'il y a eu une génération de joueurs quand même qui sont arrivés à la fin de leur carrière. Il y a certains cadres qui sont partants. Je crois que la nouvelle génération, ça n'a pas encore repris, mais je crois qu'avec le temps, ça va prendre. Et ça, je crois qu'il faut que l'instance fédérale ivoirienne ait l'humilité surtout de faire son mea culpa sur la dernière CAN passée, sur tout ça. Je crois que humblement, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, il faut les corriger, et puis bon, il faut repartir sur de nouvelles bases. Je crois que le football ivoirien fait partie du Gotha du football mondial. Donc pour moi, ce n'est que une période transitoire. Vous êtes au Burkina, je ne peux m'empêcher de vous demander votre avis sur la prestation des étalons. Vous savez que, comme tout le monde l'a vu, vous savez, le Burkina fait partie aujourd'hui des 5 grandes nations africaines du football. Et moi, je suis fier. Vous voyez, parce que à la dernière CAN, ça fait 2 CAN déjà. À la dernière CAN, on a vu que le Burkina allait physique, technique, chose qu'on ne voyait pas avant. Et tactiquement, les joueurs étaient très, très disciplinés. Et je crois que déjà, pour moi, c'est une fierté. Je crois qu'il faut travailler. C'est ce que le Burkina a fait et est en train de faire. Pour moi, je crois que c'est la prochaine CAN. C'est une équipe à prendre très, très au sérieux. Oui, il y a eu des changements tout dernièrement à la CAF. Comment vous, en tant qu'ancien international, vous appréciez ces changements? Bon, je crois que c'est un changement qui a fait du bien à tout le monde. Parce que vous savez que M. Atou est là depuis 39 ans. Je crois que les gens avaient besoin quand même du sang neuf et quelqu'un qui pourra apporter sa rigueur, sa fougue. Et c'est ce qui n'avait plus à Atou. Donc pour moi, le nouveau président de la CAF, c'est quelqu'un que je connaissais comme ça, pas de près, mais quelqu'un qui a l'amour du football, qui a la passion du football. Et je crois qu'il y aura d'ici peu beaucoup de changements avec déjà ce que je vois qu'il est en train de faire. Je le disais en titre, que devient Ben Badi? Je suis à Abidjan, j'ai arrêté ma carrière depuis l'an 2000. J'ai une structure de management sportif et événementiel. Je crois que je suis toujours dans le milieu. Et j'ai travaillé un peu à la fédération sous la coupe de M. Jacques Bernard Noma, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Donc là, je suis toujours dans le milieu
Et je crois que bientôt, il y a des élections en Côte d'Ivoire, à la Fédération, en 2020. Je crois que je vais essayer de voir avec certains amis, voir comment on peut... Vous serez candidat? Pourquoi pas, parce que je crois que c'est notre chose et c'est une ambition noble. Donc il faut respecter les gens qui font ce métier. Et je crois qu'on va essayer de rassembler tout ce beau monde autour de ma personne pour pouvoir apporter un changement au développement du football ivoirien. Merci à vous, Abdoulaye Traoré. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci. Et avant de fermer ce journal, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est redit ce vendredi à Nouakchott, confiant dans l'approbation par l'ONU d'une force anti-djihadiste des pays du G5 Sahel, mais a laissé entendre qu'elle pourrait intervenir après le sommet de l'organisation en juillet. Depuis un moment, la France appuie la création d'une force conjointe par les pays du G5 Sahel. Regardez. La France appuie la création d'une force conjointe anti-djihadiste par les pays du G5 Sahel. Elle se dit confiante, l'ONU devrait l'approuver. En tournée express en Guinée, au Sénégal et en Mauritanie, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, pense arriver à convaincre ceux qui se montrent réticents au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'il a déclaré à son homologue sénégalais, Mankeur Ndiaye, hier à Dakar, après la visite d'une unité contre le cyberterrorisme. Parmi les pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, évoqués ici par le ministre français. Ces pays, singulièrement ces trois pays, dans le cadre du G5, ont décidé de créer une force conjointe pour mener des opérations contre le terrorisme. Ces pays veulent assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Donc nous pensons qu'il faut les appuyer dans cette démarche. Parce que la sécurité des Africains viendra, in fine, que par les Africains eux-mêmes. Le prochain sommet du G5 Sahel se déroulera le 2 juillet à Bamako et le président français y assistera. C'est la dégradation de la situation au Mali qui a conduit les pays touchés à réactiver le projet de force conjointe du G5 Sahel évoqué depuis 2015. Des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU qui régulièrement sont visées par des attaques meurtrières et ce malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Et avant de vous proposer la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, sachez que juste après ce journal, vous aurez à suivre le discours complet du président du Faso ce soir, même à l'occasion de la rencontre président du Faso avec les organisations de la société civile. On referme donc ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Le sommet sur la désertification a débouché sur un plaidoyer qui fait office d'appel de Ouagadougou, un appel qui convoque en même temps une action, d'où le titre de notre confrère d'aujourd'hui au Faso, il faut agir. En effet, reconnaissent les participants, les pays africains doivent identifier les sites où l'accès à la terre peut être renforcé au profit des populations vulnérables. Aussi, remarque une participante, en prenant soin des terres et en remettant en production ce qui a été perdu, la terre sera mieux préparée et prête à faire face à l'incertitude. Le journal de tous les Burkinabés, pour sa part, souligne, je cite, « Il faut réhabiliter 10 millions d'hectares de terres dégradées et créer 2 millions d'emplois verts pour les jeunes, femmes et migrants. » Autre actualité, candidat au Hajj 2017, ce n'est plus possible de s'inscrire car ça n'est fini pour les inscriptions, avec entre autres pour principale innovation, constate aujourd'hui au Faso, l'augmentation du nombre des pèlerins, du nombre du personnel médical et la diminution du coût du transport qui s'élève cette année, confie le journal Le Quotidien, à 2 171 000 francs CFA. 8 143 places, soulignent les éditions Le Pays, sont déjà prises ou en voie de lettres et les premiers vols sont prévus pour le 17 août à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Autre innovation majeure, cette fois-ci relayée par l'Obs, c'est la création d'un site pour rassurer les inscrits qu'ils sont réellement sur les listes d'embarcation et d'où le titre « Le pèlerinage en un clic de souris ». Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.